Bah, c'est l'approche en réalité qu'on a de tout mettre au même endroit et d'avoir aucune fragmentation avec Solana et Multiversix aussi, je Oui, suppose. exactement. Est-ce que tu pourrais peut-être développer ta pensée sur ces deux blockchains, sur ces deux écosystèmes, parce que je Mhm. pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont curieux d'avoir un petit peu ton regard critique sur ces écosystèmes. Tu disais que ça avait changé plutôt favorablement pour Oui, certains. Ouais. ouais, Est-ce que tu peux nous en d'accord. parler un petit peu plus Solana, je pense que oui, clairement, je suis convaincu que ça a changé favorablement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, bon, initialement, les problèmes que j'avais conceptuellement avec Solana, il y avait plusieurs choses, mais l'un d'entre eux, c'est le fameux problème du hardware. Le fameux problème du hardware et le fait que pour être un validateur sur Solana et pour être capable de vérifier ce qui se passe sur la chaîne, il faut des machines super puissantes. Ce qui va un petit peu aux antipodes de ce qu'on veut pour la décentralisation, parce que sur Ethereum, c'est littéralement l'inverse. On veut être capable de vérifier ce qui se passe sur la chaîne avec des petites machines pas puissantes. Parce que quand on dit décentralisation, derrière aussi, on doit y voir de l'accessibilité. On veut que tout à chacun soit capable de vérifier la chaîne de manière efficace. Et de manière efficace, ça veut dire pas avoir à acheter une grosse bécane. Donc, c'est pénalisant pour Solana parce que tu peux pas avoir ce qu'on T'as appelle la des bande light passante clients. aussi qui est critique, hein. T'as la bande passante qui est critique. Ouais, effectivement. Mais en fait, si tu veux, moi, je suis fine à accepter un trade-off dans lequel tu vas dire que les producteurs de blocs ont des grosses bécanes. Mais par contre, il faut que ça soit facile à tout le monde de vérifier. D'accord? Donc, si c'est facile à tout le monde, bah, c'est un peu la philosophie du zero knowledge proof. On fait confiance, on leur fait pas confiance, mais on compte sur des super puissances, super machines qui vont faire les calculs, générer les preuves. Mais par contre, c'est très facile et ça coûte pas cher de vérifier les preuves sur une petite machine. Donc, tant que c'est comme ça, il faut qu'il y ait une asymétrie. Il faut que la plèbe ait le pouvoir de vérifier ce que fait les grosses puissances, entre guillemets. C'est super important pour la décentralisation. Donc ça, c'est un petit peu ce qui me heurtait sur Solana. Deuxième chose, c'est que c'est contrôlé unilatéralement par un organisme qui est Solana Labs. Donc ça, c'est dangereux. Moi, je suis plus de l'approche diversité des Maintenant, ils ont une clients sur fondation et Ethereum. tout, donc après, je sais pas à quel point, mais je pense qu'ils essayent d'aller dans le bon sens. Ils essaient d'aller dans le sens complètement, ça c'est sûr Mais et c'est certain. dur. Et c'est dur. Et maintenant, tu as des entités comme Jump, etc., qui développent FireDancer, qui vont apporter de la diversité. D'accord. Donc ils vont dans le bon sens, ça c'est sûr. Mais initialement, ça c'est des trucs qui me faisaient un peu peur. Et donc je reconnais que ça va dans le bon sens. Là, par exemple, ils ont 3000 full nodes sur le réseau. Donc le réseau est objectivement décentralisé. On va pas se mentir. Il est objectivement décentralisé. Il n'est pas Putain, aussi Abdel qui me décentralisé dit que qu'Ethereum. Solana est décentralisé, je vais pleurer là. Là, il est objectivement décentralisé. Si tu regardes les métriques purement au niveau du réseau et les machines, en plus, c'est à la différence d'Ethereum et il y a Mert sur Twitter qui le dit si bien, c'est que ils sont dans plus de clusters de data centers différents. Là où sur Ethereum, il y a plus de centralisation sur AWS par exemple que sur Solana. C'est Donc intéressant, je savais pas ça. ouais, si, il y a une meilleure répartition ils utilisent des data centers différents, etc. sur Solana. Donc ça, c'est un très bon point. Donc Solana, c'est quand même un réseau qui est centralisé, etc. Maintenant, je pense que il faut résoudre les problèmes pour les light clients. Il y a la capture initiale de certains acteurs comme FTX, etc. Bon, depuis le collapse, c'est un peu mieux. Il y a moins de capture potentiellement de ces acteurs-là. Je ne sais pas comment se situe la distribution de la supply. Il faut résoudre les problèmes de gouvernance du protocole, avoir plus d'acteurs qui sont impliqués dans les choix pour faire le protocole et faire en sorte que ça soit facile de vérifier la chaîne. Et là, à ce moment-là, Solana commencera à devenir sérieux et intéressant dans sa quête de décentralisation et d'être résistant à la censure, etc. Je dis pas que c'est impossible qu'ils y arrivent. Hein. Sincèrement, je dis pas du tout ça. Je pense qu'ils ont moins de chances d'y arriver que Ethereum, ou entre guillemets de dire partir d'un gros héritage des techniques d'Ethereum, mais quand même avoir ce socle solide et essayer de fixer petit à petit. J'irai pas jusqu'à dire mettre des rustines parce que ça serait pas bon. Si on met juste des rustines sur Ethereum, c'est qu'on a déjà perdu. Je pense pas qu'on en soit là. Mais je veux dire, malgré le poids initial, malgré le boulet qu'on se traîne, je pense qu'il y a plus de chances avec cette approche que l'autre. Mais je suis content si l'autre approche Mais c'est parce que ouf que déjà globalement, tu dises que tu considères, parce que c'était pas forcément le cas que tu dises, ok, genre je considère que Solana a une mince chance de réussir par ouais, rapport à mes critères et mes objectifs, mais ouais, j'ai c'est changé quelque chose d'ailleurs. qui Avant, a j'étais plus changé. catégorique. Ouais, j'étais plus catégorique. Je pensais vraiment qu'ils n'y arriveraient pas. Je pensais vraiment qu'ils n'y arriveraient pas. Là, ils ont montré de la résilience aussi en termes de la commune. Moi, un truc qui est important sur les blockchains, c'est aussi ce que l'on appelle le social layer. Donc, le social layer, c'est justement la communauté de gens qui sont derrière, qui supportent, que ça soit sur les builders, mais pas que. Les ambassadeurs, les gens qui créent du contenu, les gens qui éduquent, etc. Et à quel point ils essaient d'œuvrer pour la partie philosophique et la mission. Et il y a de plus en plus de gens dans l'écosystème Solana qui sont pas juste comme je pensais au début, en mode mercenaires, etc., qu'on n'a rien à foutre de la décentralisation. Il y a des gens qui pensent que c'est une approche qui est viable de plus en plus, et ils essayent de montrer que c'est possible, et ils éduquent quand même dans ce sens-là. Donc le social layer m'a rassuré.
Je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui ont la même mission que moi, mais juste on prend des chemins différents pour arriver au même objectif. Sur Multiversix, on a aussi un peu ça, mais à la fois c'est rassurant, mais à la fois quand tu dézoomes, j'ai l'impression que ça l'est un peu moins. Dans le sens où en fait j'ai l'impression que Multiversix c'est très francophone. Je sais que c'est une critique qui est souvent faite, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai. Parce que moi je vais te le dire, Abdel, hein, quand je vais en conférence, il n'y a pas une seule personne qui me parle de Multiversix. Quand je vais en conférence anglophone, quand je demande aux gens s'ils savent ce que c'est Multiversix, ils ne savent pas ce que c'est. La plupart de mes collègues ne savaient pas ce que c'était Multiversix. Et la plupart des gens dans les L2 de et ça veut pas dire que c'est mauvais, mais ce que je veux dire, c'est que faut pas surestimer à quel point Multiversix c'est gros, que c'est connu par tous. On est dans notre microcosme francophone. Moi, quand je parle à des mecs qui sont super chauds, des cracks ou des milliardaires ou c'est des mecs qui sont vraiment dans l'écosystème, ils ne connaissent pas ou très peu quoi. C'est quand même un signal, malgré tout, il faut rester humble. Et comme tu le dis, si ces gens-là, ils ne connaissent même pas l'existence de Multiversix, c'est quand même un signal. On est early. Déjà, c'est un signal qu'on est early, mais c'est un signal aussi sur t'as raison, ne pas s'enflammer sur Multiversix. C'est un projet qui est intéressant, peut-être qu'il va réussir à attaquer. Ne pas brûler les étapes. Là, je te rejoins 100% avec toi là-dessus. C'est très important. Parce qu'on est quand même dans un domaine où, malgré tout ce qu'on peut dire, bien sûr que c'est pas toujours 100% méritocratique, etc. Mais quand il y a quelque chose qui commence vraiment à être sérieux, qui est très strong, etc., tu es sûr et certain que ça va être sous les radars au bout d'un moment. Sûr et certain. On est dans un domaine où il y a beaucoup de recherche, tout le monde fait de la recherche énormément. Donc, c'est quand même un signal, le fait que ça soit pas encore tangiblement assez connu dans les sphères de ces conférences, etc. Pourquoi, si c'est si incroyable et dans le top 50 market cap, pourquoi genre les gros puissants ne se sont pas positionnés dessus ou n'ont pas dit que, enfin, je sais pas, genre t'as des fonds qui ont des analystes qui passent leur vie à faire ça et ils ne parlent pas de Multiversix alors que c'est des gens qui veulent faire de l'argent. Donc s'ils voyaient qu'ils étaient early et que c'était si incroyable, pourquoi on n'aurait pas un afflux assez incroyable sur Multiversix? Enfin alors peut-être que juste le marché est pas efficient ou que c'est encore trop tôt ou que tu vois, mais j'ai tendance à croire que en fait, même si un truc a un potentiel, spéculativement, les gens se placeront dessus, peu importe ce qui se passera, en fait. Et c'est pas un truc que je perçois encore super fortement sur Multiversix. Bon, évidemment, ils ont eu un gros pump, un gros dump, etc. Mais, je sais pas, c'est un peu sur ça que je suis, sur quoi je suis dubitatif, en fait. Il y a pas assez de gigabrain autour de moi qui me parle de Multiversix. Et ça m'inquiète un peu, d'une certaine manière. Mais après, peut-être que tu voulais parler de la tech, parce que je suis très critique, très biaisé. Il faut le dire. Mais je pense que c'est aussi important de pouvoir développer un petit peu ce que j'ai en tête et le partager au-delà de faire un petit tweet pour les tilter quoi. Ouais, moi je pense que sur la tech ils sont en train effectivement de tenter des choses intéressantes. Je pense qu'ils sont entre guillemets en train d'essayer d'articuler la roadmap de ce que aurait fait Ethereum s'il partait demain sur une feuille blanche avec la vision initiale du sharding de Ethereum 2.0, etc. Je pense que c'est un pas à explorer. C'est un chemin vraiment qu'il faut que quelqu'un explore. Moi, ce que je reproche pas mal, le problème, c'est que ils sont très bons sur un truc qui est un petit peu la UX, le packaging, etc. Mais c'est aussi à cause de certains problèmes. Je m'explique. C'est qu'en fait, ils font quasiment tout eux-mêmes, y compris des choses que j'estime que la team ne devrait pas faire, comme des choses qui vont flirter trop fortement avec la couche applicative. Moi, je suis partisan d'une séparation stricte entre la couche protocolaire et la couche applicative. Et j'ai l'impression trop souvent que Multiversix dépasse trop souvent la zone. Je veux dire des exemples, mais il me semble qu'ils travaillent sur Index, ils travaillent sur plusieurs applications, ils travaillent aussi sur, ils incluent des API dans leurs nœuds pour les NFT et le RC20. Ça peut paraître anodin, mais quand même, c'est pas si anodin que ça dans le sens que tu dois pas choisir un standard qui gagne au niveau de ton protocole. C'est-à-dire que là, demain, s'il y a un meilleur standard qui arrive pour les tokens, meilleur que le RC20, il faudrait qu'il y ait la place pour être adopté sur Ethereum. Mais si toi, dans le protocole, tu influes quel est le standard un peu canonique, officiel, c'est pas bon du tout, tu vois. Il faut une libre concurrence des apps, des standards, etc. Il faut vraiment une stricte séparation. Donc moi, j'aime pas ça. C'est l'un des premiers trucs que j'aime pas, c'est qu'ils flirtent trop souvent, ils brisent la limite entre le protocole. Peut-être qu'ils assument une approche moins décentralisée? Je sais pas. Je pense qu'ils l'assument, ils se disent, on pourra faire des choses qui nous correspondent mieux à notre vision, on le fera mieux que des partenaires externes. Et je comprends qu'ils fassent ça, et c'est objectivement vrai. Nous, par exemple, c'est vrai que si nous-mêmes on faisait Index ou des trucs, on pourra probablement à certains niveaux le faire mieux que les applicatifs. Mais on ne le fait pas parce qu'on ne veut pas briser cette frontière. On n'est plus un protocole crédiblement neutre. Vraiment, le concept qui est important, c'est être crédiblement neutre. Si ton protocole il n'est pas crédiblement neutre, il est vulnérable à la capture, il est trop contrôlé, etc. Et là, c'est dangereux. Donc pour l'instant, c'est le gros point noir pour moi de Multiversix. C'est pour ça que tant qu'il n'y a pas ça qui est
résolu, je n'y accorderai pas plus de crédit en tant que layer crédiblement neutre. Mais par contre, je fais la distinction entre les expérimentations techniques qu'ils font. Ça, je suis prêt même à prendre du bon dans ce qu'ils font, m'inspirer, faire des choses. Mais par contre, en tant que protocole, pour l'instant, je suis pas convaincu. Je vois encore trop de potentiels red flags qui me heurtent. J'ai discuté pas mal avec Foudre, qui est un francophone dans l'écosystème Multivarex, et à la base, j'ai eu une longue conversation avec lui. En fait, en gros, j'ai fait un tweet où j'ai demandé, je sais plus ce que j'ai demandé, mais j'ai demandé pourquoi je devrais utiliser Multiversix. Globalement, quels sont vos arguments pour que j'utilise Multiversix ou pour que plus de gens utilisent Multiversix, tu vois. Et je trouvais que ça leur donnait quand même, en vrai, une tribune. Et du coup, il m'a fait une longue réponse et j'ai absolument pas été convaincu, quoi. Mais je pense que ce sera difficile de me convaincre d'une certaine manière, pour être transparent, parce que j'ai l'impression que c'est un peu une ghost town, c'est-à-dire que c'est une ville qui est très belle, mais quand tu rentres dedans, il y a personne, il y a pas de magasins ouverts, ils sont tous fermés, tu vois, pour faire assez simple. Et donc j'ai l'impression que ce sera compliqué de me convaincre. Peut-être que toi t'as vu autre chose justement. Moi, j'ai besoin pour me convaincre, il y a plusieurs choses déjà. Est-ce que tu as discuté avec lui, c'est pour ça que j'ai ça. Ah oui. Écoute, déjà au début, c'est vrai qu'on avait eu des interactions assez virulentes, etc. Et après, on a eu une conversation d'adultes et tout, et ça s'est très bien passé. Maintenant, on discute régulièrement, on fait même des trucs ensemble et tout. Il bosse avec nous sur certains trucs. Et du coup, en fait, déjà, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a conscience des compromis qui sont faits sur Multivarex. Première chose. Deuxième chose, il ne le classe pas comme un compétiteur d'Ethereum. Enfin, il voit qu'il y a une distinction claire entre l'objectif d'Ethereum et l'objectif de Multivarex. Il est prêt à accepter certains compromis. Il pense que ça peut quand même marcher malgré ces compromis, mais au moins, ce qui m'a rassuré, c'est qu'il était quand même conscient de ces compromis. Il se dit pas en mode, tout est beau, tout est il ferme les yeux. Il ferme pas les yeux. Il a conscience qu'il y a des compromis. Malgré tout, il pense que c'est la voie à explorer la plus intéressante, etc. Il a vraiment la question, pour lui, le gros truc, c'est la masse adoption. Il pense que Multivarex est vraiment bien orienté pour avoir une adoption de masse, etc. Moi, après, pourquoi, d'ailleurs aussi, et je suis pas encore 100% convaincu, c'est que, pour être honnête, je suis même pas encore convaincu que l'adoption de masse, c'est le truc le plus crucial maintenant aujourd'hui. Parfois, je me dis même que c'est même contre-productif. En fait, si on fait venir la masse trop vite, ils vont potentiellement avoir une mauvaise expérience. Être déçus. Exactement, être déçus. Dire, c'est ça. Déjà en termes de use case, déception, parce qu'ils vont voir que c'est que de la spéculation, etc. On a déjà vu des vagues déceptives. Généralement, t'as rarement deux chances, quoi. C'est. Exactement. Après, pour Internet, je pense qu'Internet, les gens ont pas trop été déçus. Je pense qu'ils ont plutôt eu des bonnes expériences dès le début. Non, je sais pas. Ouais, je pense. Mais t'as raison, il y a une phrase en anglais qui dit You have only one chance to make a good first impression. Et c'est exactement ça. En fait, t'as qu'une seule chance de faire une première bonne impression. Et la première impression, souvent, tu vas rester dessus. Comme on dit, par exemple, quand tu fais une visite d'un appart et tout, apparemment, la décision se joue dans les 30 premières secondes. Apparemment, d'après les études. Donc la première impression est très importante. Donc je me dis, s'ils viennent et qu'ils sont déçus, ils vont non seulement ils vont être déçus et peut-être ça va être rédhibitoire pour eux, mais en plus la réalité c'est que ça crée plus de bruit entre guillemets pour builder. C'est-à-dire qu'on a plus de pression parce qu'on a trop de monde, trop. On était bien en bear market, Abdel, hein. Oui, pour builder, builder en bear market, c'est mieux. Hein. Et nous, on s'attend à ce que là, en plus, il y a un redémarrage du run, plus on aura le token et tout. On sait que ça va être plus dur pour nous de builder. Hein. Ça, c'est une réalité. Hein. On ne build jamais aussi fort que pendant les bear market. Ça, c'est clair et net. Donc, le mythe de la masse adoption tout de suite, je suis pas 100% convaincu. Je me dis, attendons de consolider les fondations stables et solides. Et quand on sera prêt, meilleur UX, c'est aussi mieux être vraiment capable de scaler pour accueillir tout ce monde-là. Là, on pourra forcer pour la masse adoption. Mais c'est pour ça que je suis pas encore 100% convaincu que c'est le problème numéro 1. C'est pas l'adoption de masse pour moi. C'est pas du tout ça le problème numéro 1. Donc il y a ça. Et j'attends de les voir aussi. Un truc qui a aidé pour moi à changer mon avis sur Solana, c'est l'épreuve des balles. Est-ce qu'ils vont être capables de montrer de la résilience sur un événement dramatique? Ethereum a eu plein d'événements dramatiques. Il y a eu The DAO, il y en a eu plein d'autres. J'attends de voir. Il est pas quand même Solana. C'était pas dramatique, mais voilà. Mais Multiversix, je crois ils ont eu quelques exploits, mais ça s'est bien terminé. J'avais vu quelques trucs, mais je veux pas dire n'importe quoi. J'attends d'avoir un test réel de la résilience du projet. La résilience à la fois de la team, de la communauté, etc. Est-ce que il y aura un événement catastrophique, ils vont pas réussir à se relever? C'est un bon moyen d'éprouver un protocole, hein, et sa résilience, c'est est-ce que tu arrives à te relever après un événement dramatique? Solana a réussi à le faire. Voilà. Donc, ils ont passé l'épreuve des balles. Donc, si tu veux, ça augmente la confiance qu'on peut avoir sur le fait que long terme, ils vont être capables de surpasser les challenges, etc., se dépasser. J'ai besoin aussi de voir ça. Un truc tangible
montrer des signes de résilience face à un événement catastrophique et pas juste quand tout va bien.